Bonjour tout le monde, salut Christelle, salut Tine. Bonjour Pascal, bonjour Tine, Bonjour tout le monde. ravi de vous voir. C'est avec plaisir. Donc, c'est le podcast Perspective de médiation avec la revue Intermédiaire. On reçoit aujourd'hui Tine Roth. On dit Tine, hein, c'est d'origine allemande. Tout à fait. Bienvenue. On va parler aujourd'hui d'intervention, d'accompagnement, de formation en lien avec les risques psychosociaux, pas seulement, je crois. On va découvrir tout ça avec toi. Merci d'être là avec nous. Est-ce que peut-être d'abord tu veux te présenter en quelques mots? Oui, volontiers. Donc, en tout cas, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Un plaisir d'échanger. Euh, oui, donc, Tine Roth, je suis donc formatrice en analyse du travail, principalement dans des instituts de formation professionnelle dans le travail social. Alors, en Suisse, ce sont les hautes écoles de travail social dans lesquelles je suis aussi intervenue il y a une dizaine d'années. Et j'ai poursuivi au fait cet enseignement ici à Marseille dans les établissements, dans les instituts de formation. Du coup, là, un peu la transition. Et du coup, donc, j'ai une formation en philosophie du travail qui m'a emmenée donc un peu à m'ouvrir un peu aux questions du travail au sens large. Et j'ai poursuivi du coup par une formation en médiation que j'ai pu effectuer donc avec le Steinbeis Institute. Et c'est avec cette casquette-là et cette analyse du travail, j'interviens du coup directement dans des établissements médico-sociaux sur voilà, le champ large reste c'est la prévention euh, des risques psychosociaux. Ça peut être un dispositif d'entrée dans les établissements, mais ça peut aussi être d'analyse de pratiques professionnelles, ça peut être de formes de régulation. Euh, ou aussi travailler sur la cohésion des équipes, par exemple. Mhm. Voilà un petit peu voilà, les champs d'intervention que je peux avoir voilà, dans la région sud en France, dans les établissements médico-sociaux principalement. Donc, c'est préventif Mhm. et intervention. Comment? C'est à la fois tu interviens, à la fois tu fais la prévention selon le type Oui, d'intervention. oui. Disons que je crois que c'est un peu dans le dispositif dans lequel on peut me faire intervenir va s'appeler au fait la prévention des risques psychosociaux. Mhm. Et voilà, la forme que va prendre au fait cette prévention, c'est de l'accompagnement, c'est de travail de groupe, c'est des groupes d'expression sur le travail. Qui sont des interventions du coup aussi toujours plus longues, hein. Donc, j'essaie de reprendre un petit peu, si on peut déjà rentrer dans le sujet, euh, là, cette histoire de prévention des risques psychosociaux, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, on a trois niveaux sur lesquels on peut intervenir. Hein. L'agence en France, c'est donc l'ANACT, hein, l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail. Elle, euh, Elle prévoit trois niveaux. Donc, on a sur la prévention primaire, hein, la prévention secondaire ou la prévention tertiaire. Et donc, la prévention tertiaire, c'est celle qui va chercher à réparer quand déjà le mal est fait, Mhm. hein, quand voilà, les situations sont déjà dégradées et les personnes en souffrance. Euh, la prévention secondaire, c'est celle qui va venir faire des formations, un peu faire avec des situations compliquées, un environnement de travail compliqué, des fois inhérente aux situations de travail. Et il y a la prévention primaire. Et la prévention primaire, c'est qu'on veut s'attaquer au fait aux sources du mal dans l'organisation du travail, peut-être changer aussi l'organisation du travail. Et en tout cas, voilà, l'analyse du travail a vocation à intervenir dans cette prévention primaire, de dire bah, peut-être en amont déjà de pouvoir constituer des groupes de travail, de pouvoir échanger sur les difficultés, comme je disais, inhérentes à l'activité, inhérentes au fait qu'au travail, il y a différents points de vue qui viennent toujours dialoguer, économiques, organisationnels. Je suis dans le champ du social, donc éducatif et comptable et juridique, le cadre légal de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et que finalement accompagner toujours ce travail avec un animateur extérieur aide à prévenir les risques psychosociaux. Donc on serait là vraiment dans la prévention primaire. Moi, Donc si j'aimerais ça... savoir, Tine, parce que Mm. ça a l'air Mm. super intéressant. Tu as parlé de l'ANACT, c'est ça? C'est elle Oui. qui organise, ça veut dire que s'il y a une organisation ou une entreprise
qui voudrait mettre quelque chose en place, elle peut s'adresser à l'ANAC et demander un accompagnement, une formation, comment concrètement, qui s'adresse à qui et quel est le processus de mettre Ouais, en place ce genre c'est de pour ça que choses. on a dit un peu, on a parlé un petit peu en introduction, quels étaient aussi les dispositifs qui existent. Et non, l'ANAC, c'est pas, c'est elle qui va plutôt faire de la recherche, au fait, hein, qui va dicter aussi le cadre d'intervention, mais c'est pas, l'ANAC ne fait pas directement des interventions. Donc après, non, ce sont après non, l'intervention se fait voilà, principalement après par des cabinets, par aussi, moi je suis enregistrée, alors ça s'appelle IPRP en France, hein, c'est donc l'intervenant en prévention des risques psychosociaux et on est enregistré du coup à la DRETS, hein, anciennement direct, Hmm. Donc, qui relève du ministère du coup du Travail. Mais encore une fois, là, voilà, il y a cet écart. Les IPRP interviennent principalement sur les risques professionnels et aussi donc tout ce qui est voilà sont spécialisés dans les risques physiques, risques chimiques. Voilà. Mais par exemple, qui est un champ qui est pour moi moins connu, dans lequel je n'interviens pas. Et du coup, voilà, la prévention du coup des RPS, risques psychosociaux, est moins connu, a moins d'outils et moins outillé pour intervenir dans des situations voilà, de travail où voilà, peut-être où il faut des compétences aussi plus en sciences humaines peut-être et sociales hmm. aussi que techniques finalement de matériaux, de milieux de travail spécifiques. Donc, voilà, moi, je suis contactée donc, plus par le biais du coup de la formation, d'avoir du coup des gens en formation qui font du bon, il y a beaucoup de bouche à oreille, donc je dois avouer que ça se passe comme ça. Et donc, du coup, ce qui me donne l'impression hein, de ma petite expérience locale aussi, que voilà, les entreprises aussi ne savent pas spécialement, les établissements ne savent pas spécialement vers qui se tourner quand elles rencontrent ce genre de problématiques. Hmm. Donc, du coup, elle se tourne, parce que tu parlais avant c'est une fonction IPRP. Oui, Ça correspond peut-être un peu à la personne de confiance en Suisse. Est-ce que c'est vers elle qu'on se tourne quand on a un souci de type risque psychosociaux? mhm. J'ai- les IPRP, c'est ça, pour ça, ils vont peut-être faire davantage un diagnostic OK. sur les risques. Hein. C'est vraiment ce travail aussi en France, on a aussi le document unique, il doit y avoir l'équivalent, hein, donc ce document unique des risques professionnels qui répertorie au fait les différents risques et on n'est pas du tout dans une démarche à mon sens, hein, de prévention. Voilà, c'est bien de les répertorier. Donc les risques psychosociaux sont souvent dans ces documents uniques la dernière ligne de tout un ensemble de risques professionnels répertoriés sur un lieu, hein, sur un site donc plutôt physique. Et voilà, cette entrée sur les RPS est moins visibilisée aussi, je pense, Mhm. dans ce travail d'accompagnement. Euh, Peut-être on parle à un public initié, mais peut-être il y en a quelques-uns qui ne sont pas sûrs de ce oui, que c'est les risques psychosociaux. Tu pourrais donner quelques exemples? ok, oui, oui. Donc j'avais aussi, voilà, je me suis, j'avais pris une petite définition, mais je pense que peut-être le mieux c'est voilà, c'est de parler librement. Les risques psychosociaux, ce sont l'impact hein, que peut avoir l'organisation du travail, l'environnement de travail sur notre santé psychique. Hein, du coup, ce ne sont pas les accidents de travail, mais ce sont vraiment notre santé psychique, mentale. Et donc, les risques, ce sont ceux de stress, ce sont aussi le harcèlement, ce sont aussi la charge émotionnelle, l'intensité du travail, euh, des relations interpersonnelles dégradées. Voilà, tout cet ensemble un peu voilà, qui concerne donc l'environnement voilà, interpersonnel hein, entre salariés, mais aussi pour ça, je travaille beaucoup dans le champ du social, avec les personnes que l'on accueille. euh, voilà, je parlerai même d'un travail de service dans le secteur du service en général, mais voilà, dans le social, de fait, on est amené à travailler avec des personnes, avec un public aussi qui est difficile, où on prend beaucoup sur soi et qui emmène de fait voilà, des postures qui peuvent à la longue être difficiles.
hein, à vivre, à toujours aussi, voilà. Oui, je pense que cette idée de prendre sur soi, j'ai un peu gardé Donc, de prendre sur soi et qu'à la longue, ça amène à un burn-out, hein, C'est tout ou à à fait. une C'est un des dépression, termes, hein, c'est oui. ça. Tout à fait. Mm. Hein. Donc après, voilà, quel est quand on dit les maladies la socio-professionnelle, le résultat hein, de ces risques psychosociaux, en effet, c'est voilà, principalement le burn-out Mhm. et toute l'analogie qui va avec. Mais oui, donc elle a voilà, une incapacité à encore Mhm. hein, psychique à faire face à ces difficultés organisationnelles. Et donc de savoir, ça c'est un peu mon entrée, de pouvoir dire que il y a des choses que l'on peut, voilà, pourquoi est-ce qu'on peut prévenir? C'est parce que si on fait cette analyse du travail, donc c'est un peu voilà, ma spécialité, c'est qu'on peut essayer, on arrive à comprendre objectivement qu'est-ce qui peut faire mal au travail, au fait. Et que de pouvoir identifier qu'il il y a des choses qui sont très à l'organisation du travail, mais des fois aussi on se dit qu'on ne peut pas faire autrement, mais si on regarde de plus près, bah, peut-être qu'ensemble, on peut faire autrement. Hein. On peut s'organiser Mhm. différemment, on peut mettre en place un planning différent, on peut faire attention à ce que les personnes, ce que l'information circule dans un service, et des choses au fait qui sont, je dis toujours, facilitateurs dans une organisation du travail et sur lesquelles, du coup, on peut s'appuyer pour faire un travail qui au quotidien peut être voilà, de fait est difficile. Hein. Je travaille dans la protection de l'enfance, je travaille dans des maisons d'accueil spécialisées pour un public en situation de handicap. Mhm. Oui, le travail est difficile, donc il nous faut euh, des soutiens organisationnels pour tenir. Ce que Hein. j'observe, Dis- vas-y, Christelle. Oui, parce que très concrètement, j'aime bien Mhm. qu'on arrive à sortir des choses Mhm. concrètes. Moi, je Oui, travaille avec les agents territoriaux pour le CNFPT, hein, et donc en formation gestion de conflits avec les usagers. Et en analysant quelles sont les sources et les raisons parfois qui mènent à des conflits, nous constatons que souvent ce sont derrière des raisons organisationnelles, de communication, de logistique, d'aménagement d'espace qui mènent à un conflit avec un usager, mais qui ont leur source dans quelque chose d'interne. Et parfois, la communication et comment dire, de remonter ou les idées, comment changer les choses, ça ne passe pas parce qu'il y a beaucoup de couches hiérarchiques qui bloquent. Et quand je leur demande, donc beaucoup d'agents, un certain nombre d'agents me disent oui, bah, j'ai terminé en burn-out, etc. Et quand je dis, est-ce que vous savez à qui vous adressez quand vous vivez des situations qui sont difficiles? Quand vous allez travailler avec la boule au ventre et que ça dure longtemps, etc. Et oui, ils disent oui, la RH, oui, mon supérieur hiérarchique, oui, la psychologue du travail, mais il y a une psychologue du travail pour je ne sais pas combien donc impossible ou difficile d'avoir des rendez-vous. Et j'ai l'impression que même les RH ou les personnes, les supérieurs hiérarchiques, chefs de service et autres, quand ils ont des situations difficiles, ils ne savent pas trop vers qui se tourner. Mhm. Et je voudrais justement profiter de cette vidéo pour qu'on regarde un petit peu comment, parce que d'un côté, il y a des lois, d'un côté, il y a des services, il y a de la recherche, mais les gens qui ont des problèmes, j'ai l'impression que ils sont perdus là-dedans. oui. Hein? Comment on peut justement conjuguer et amener à ce que ça fonctionne et que ça a un effet? Ça, c'est ma grande Ah question. oui, ah oui. Non, je te rejoins sur vraiment sur la problématique et sur la, ouais, ouais, qui était un peu mon point de départ aussi, cette difficulté de savoir ouais, comment en fait, hein, comment se rencontrer. Oui, Euh, alors, c'est vrai que dans des attentes hein, de la qualité de vie et des conditions de travail, on met en avant hein, ces espaces de discussion, hein, ces espaces de discussion au sein hein, des structures. Et c'est parce que je disais, du coup, ça pouvait être un peu du coup, nos portes d'entrée hein, avec nos casquettes de médiateurs et
voilà, d'intervenante en gestion de conflits, d'arriver d'être facilitateur, en fait, hein, facilitatrice dans ces espaces de discussion. Euh, et c'est vrai que du coup, donc au-delà finalement de la formation, hein, qui est pas parce que souvent les salariés sont déçus au fait, hein, quelque part, je trouve, quand ils ont juste une formation de quelque chose qui dure une journée, ben, vous avez été géré en gestion, formé en gestion de conflit, et ils sont pas, voilà, ils sont informés, mais ils ne sont pas non plus outillés et plus accompagnés dans ce processus. Et c'est vrai que voilà, quand voilà, donc j'ai de la chance comme ça d'intervenir dans des grandes structures, ce qu'on a pu mettre en place, c'est vraiment des groupes de parole entre les différents niveaux hiérarchiques, au fait. Mhm. Donc, de pouvoir débuter, au fait, Mhm. avec des groupes finalement de parole et des discussions d'abord homogènes pour que la parole soit libre entre les professionnels et de pouvoir dire comme ça, d'arriver hein, aux sources du conflit, et de dire bah ouais, mais ça tient à ça et moi j'ai pas compris ça et voilà de ces mésententes et d'arriver ensuite à créer un groupe toujours de plus en plus élargi ou d'avoir des échanges entre les différents niveaux hiérarchiques où finalement petit à petit la, la discussion reprend au fait hein, et puisse de s'expliquer sur les différents points de vue. Que j'ai, ouais, le cas d'une réorientation même stratégique hein, de la structure et qui n'est pas explicité au fait. Hein. Donc, il n'y a Mhm. même pas le Mhm. fait des fois de dire qu'on est en résistance, qu'on n'est pas d'accord, mais il y a tout simplement des fois, on ne comprend pas. Hein, et des fois, l'effort n'est pas fait d'un côté ou de l'autre pour expliciter les points de vue. Et je trouve que, voilà, en tout cas, c'est là où on a vraiment un rôle à jouer en tant que, donc, tu disais, Christelle, de médiateur, d'arriver avec toute notre impartialité et neutralité, de comprendre les points de vue sans prendre position. Mhm. Même, malgré le fait qu'on voit hein, des situations de souffrance etc. Mais de ne pas blâmer hein, d'un côté et de l'autre, mais d'arriver à comprendre qu'est-ce qui a amené chaque parti à agir comme il agit finalement et qu'il y a des raisons à chaque fois derrière Mhm. les prises de position. Mais reste, voilà, je sais que j'ai répondu de manière partielle hein, à ta question en essayant de donner des Mhm. illustrations, mais de comment rencontrer. Je me disais, voilà, une des entrées pour moi, c'est en effet la prévention, mais il n'y a pas de, je ne vois pas oui, en effet, de structure peut-être comme un répertoire hein, qui pourrait faciliter la mise en lien d'intervenants et surtout. En France, c'est volontaire, s'il y a une obligation quelque part, peut-être en deux mots en Suisse, en fait, ça découle de la protection de la santé des employés qui inclut la santé psychosociale. Et donc, Mhm. si on n'a rien, si on n'a aucun dispositif, on n'est pas amendé, mais dès que quelqu'un avertit l'inspecteur du travail ou dès que ça devient juridique, on sera obligé en tant qu'employeur de mettre en place un Oui. dispositif. Là, en France, ça se passe comment? Et quand je dis dispositif, c'est-à-dire une personne de confiance ou de manière confidentielle, on peut aller parler du problème qui peut ensuite intervenir, etc. Mhm. Oui, ça c'est le lien plus avec l'inspection du travail. C'est vrai que c'est vrai que là c'est déjà il y a un aspect aussi juridique hein, du coup quand en effet quand il y a l'inspection du travail qui intervient. J'ai pu avoir des inspecteurs du travail en formation pour discuter de ces questions du travail, mais je ne pourrais pas te dire plus. Je sais que oui qu'ils vont travailler avec un réseau en effet qui est constitué. Mhm. Ouais, il y a toute une formation ouais, encadrée hein, des inspecteurs du travail qui interviennent eux-mêmes aussi après sur les situations. Euh, mais en effet, je n'ai pas été amenée à travailler avec l'inspection du travail directement, qui a du coup aussi t'as fait notre posture, hein, l'inspection du travail est du coup un regard de Ah oui. contrôle qui n'est pas, en effet, voilà, qui ne va pas être la posture d'un facilitateur ou d'un accompagnant. C'est vrai. Mm. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment très, comment dire, dépendant de l'attitude et de la vision des managers ou des personnes qui dirigent. Parce que c'est vrai qu'en France, comme probablement en Suisse, hein,
l'employeur est responsable de la santé psychique et physique de ses salariés. Donc ça, c'est quand même quelque part dans la loi. Hein. Oui. Après, je rencontre des RH ou des personnes qui sont très intéressées par ces questions et qui veulent que leurs équipes soient bien, soient rassurées, accompagnées. Donc, ils s'adressent à des coachs. Il y en a même qui se forment en tant que coach pour pouvoir mieux comprendre, mieux accompagner. Je trouve ça, c'est vraiment réjouissant de voir qu'il y a une volonté de nombre Mhm. grandissant de managers qui comprennent que quand les gens sont bien au travail, sont plus motivés, le Mhm. résultat est meilleur. Hein. Yeah. Mhm. Et bon, ce n'est pas encore le cas de tout le monde, Mhm. mais, euh, mais je vois quand même qu'il y a une évolution positive dans cette direction-là. Mhm. Mhm. En tout cas, je te rejoins, ça dépend ouais, beaucoup de la posture du RH, si ils ont, ouais, peut-être la formation, mais aussi, ouais, peut-être la formation aussi, hein, mais la volonté du coup Hum, de s'engager dans ce secteur-là, et du coup aussi peut-être ouais, le point de départ, je veux dire formation, et aussi la formation, du coup, eux-mêmes en tant que managers ont été sensibilisés à ces aspects oui. de risques psychosociaux et quels sont les leviers. euh, pour Mhm. améliorer hein, les conditions de travail Hum, organisationnelles euh, pour eux, ouais, pour eux-mêmes agir ou faire venir du coup en effet des intervenants déjà être convaincus de cette plus-value au fait hein, et que souvent on passe beaucoup de temps à c'est que voilà, le volet formation reste très important que ce soit c'est pouvoir faire des formations au niveau des managers pour expliquer quel est l'impact aussi, qu'est-ce que c'est que la santé au travail, qu'est-ce que ça nous fait Mhm. le travail et qu'on et la responsabilité en effet d'une entreprise à accompagner Ouais. et à Ouais, prévenir. il y a Mm. d'un côté, comme vous le dites, il y a la volonté de prévenir la souffrance humaine hein, au niveau de ces risques psychosociaux. Il y a aussi un côté, on va dire, un peu plus économique, c'est que les conflits, ça coûte énormément cher aux entreprises. Il y a une étude KPMG qui date un petit peu, qui a été faite en Allemagne, et que c'est, alors je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais c'est pour les toutes petites structures jusqu'à une cinquantaine d'employés, c'est plusieurs, au moins dizaines de millions d'euros par année de coûts. Et puis ensuite, ça s'enchaîne, ça va dans des centaines de milliers. Et puis pour les grandes structures, à partir de 1000, je crois, 2000 employés comme ça, c'est des millions de coûts chaque année. Mais pas parce qu'il y a des conflits particulièrement escaladés ou particulièrement beaucoup, c'est dans Mhm. toute structure. Donc tout ce qu'on fait dans la prévention. Et puis ils disent, je crois que je ne sais plus si c'est 20 ou 30%, mais ils disent 20 ou 30% du chiffre d'affaires dépend directement de la qualité de communication entre les employés, entre les équipes. Donc, il y hum, a, voilà, si on veut motiver les employeurs, il y a le côté, évidemment, toujours le premier, à mon avis, le plus fondamental, c'est éviter la souffrance. Mais purement économiquement, ça vaut le coup d'intervenir, quoi. hum. Et de Oui, parce prévenir que d'abord. oui, très concrètement, s'il y a des mésententes entre des salariés je sais pas, par exemple, le service comptabilité et le service commercial, et qui se, qui se tirent comment dire, qui se mettent des bâtons dans les roues ou qui communiquent pas, ça peut mener à la faillite d'une petite entreprise. Oui, Hein. Et ça, il faut en être conscient que ça a un effet sur les fournisseurs, sur la relation avec les clients, sur la relation en interne, et ça peut saboter la réputation et l'avenir d'une entreprise et d'une structure. Et ça, mm, j'ai l'impression que beaucoup de dirigeants ne sont pas conscients quels peuvent être les effets. c'est ça. Donc, Tiné, si un entrepreneur nous écoute, on dit, ah tiens, moi, je fais peut-être pas encore assez, ça m'intéresse. Comment s'y prendre? Oui, bah, je pense que je dirais même peut-être la première étape avant de dire d'aller chercher, on a été dans le truc de comment rentrer en contact, c'est aussi de comment s'y prendre, c'est d'avoir une discussion en interne, aussi d'avoir vu que en effet la discussion peut être déjà peut-être difficile sur le fond, mais de pouvoir discuter sur la forme, qu'est-ce que les salariés, qu'est-ce que les équipes
voudrait, elle, et toujours aussi quand j'interviens, quand je fais cette première discussion de qu'est-ce qu'on pourrait mettre, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, c'est d'être transparent sur les objectifs. Hein, de dire pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on vise quand on veut intervenir, voilà, qu'on soit vraiment, voilà, voilà, on veut travailler sur la cohésion des équipes, on veut travailler sur la gestion de conflits, ben, que ce soit dit en toute transparence. Et que, parce que souvent, une des difficultés au fait d'intervenir, c'est quand il y a des craintes vis-à-vis des salariés que l'on puisse venir faire une intervention et que l'intervention soit instrumentalisée et qu'on puisse, que nous, en tant qu'intervenants, on puisse être instrumentalisés et que les salariés ont l'impression de, ben, s'ils disent quelque chose, ça va se retourner contre eux, ça va être utilisé et que du coup, ce ne sont pas du tout des cas d'intervention voilà, favorable à oui, à l'amélioration des conditions de travail, parce que du coup, on est dès le départ, et on a des bâtons dans les roues. Les personnes ouais, ne sont pas en confiance, tout simplement, pour parler. Donc, je pense qu'on a déjà affiché en interne cette volonté, OK, si on fait venir voilà, quelqu'un d'extérieur, c'est aussi peut-être en toute humilité dire, moi, je n'y arrive pas, moi, ça, je ne sais peut-être pas faire. En tant que chef d'entreprise et de dire voilà, mais voilà ce sur quoi j'aimerais que l'on puisse travailler ensemble parce que je trouve que c'est important. Oui, donc la première chose, je pense vraiment, c'est cette transparence et d'avoir un climat de confiance où ensuite les salariés puissent parler en toute confidentialité aussi. Des fois, d'avoir, voilà, encore une fois, de lâcher prise sur certaines choses, de dire oui, il va y avoir peut-être l'intervention du psychologue du travail, là, dans les grosses structures où il y en a, on dit ben, il y a des choses qui peuvent être dites dans ces espaces de parole-là et qui restent là-bas Mm. et qui peuvent prendre des tournures auxquelles je ne m'attendais pas aussi. Hein. Donc, au-delà du fait, hein, j'entends, c'est la médiatrice qui te parle, au-delà du fait d'être d'accord pour faire changer les choses, mais déjà aussi d'être d'accord de donner la parole. Mm. Je pense que, oui, des fois sur le fond, des fois c'est important aussi. Et je trouve que là, peut-être je rebifurque un peu sur le champ du social, mais de dire que le fait dans le social, en général, il y a une obligation hein, d'avoir de l'analyse de pratique, qui est principalement faite par des psychologues du travail, mais pas seulement, hein, des intervenants en systémie, donc moi j'en fais aussi. Euh, de dire, bah, ce sont des espaces pour les salariés, de pouvoir dire, il n'y a pas de hiérarchie présente. Mm. Euh, Ça reste des espaces voilà, en toute confidentiel, il n'y a rien qui sort de ces espaces et que ce soit identifié comme, comme des espaces nécessaires pour le bien-être des salariés. Euh, voilà, donc, je trouve que voilà, c'est une bonne, ouais, c'est une bonne porte d'entrée, lesquelles, en tout cas, là aussi, les salariés se saisissent et quand ça n'y est pas, donc quand je rencontre des salariés qui sont plutôt en difficulté, ils me disent, bah, ça fait 1 an, ça fait 2 ans que nous n'avons pas d'analyse de pratique, c'est difficile. Ils n'ont plus les espaces pour échanger sur le travail, sur les difficultés d'accompagnement, sur voilà, des coûts qui peuvent se prendre. Et que oui, le travail avance, mais eux, ils s'abîment Mm. au quotidien. Donc, voilà, c'était ouais, aussi beau d'avoir ce retour de vraiment, des fois, on dit, ah, mais des fois, l'analyse de pratique ne donne pas de résultat, hein, on n'agit pas sur l'organisation du travail. Donc, c'est pas, c'est quand même un peu différent. Mais néanmoins, on a l'impression que c'est nécessaire pour un bon fonctionnement, ces espaces de discussion entre pairs, euh, pour pouvoir échanger sur qu'est-ce que le travail, c'est, qu'est-ce que ça me fait, et qu'est-ce qu'on me demande de faire, est-ce que j'y trouve du sens. Hein, Mm. et toutes ces questions-là sont discutées dans ces espaces, même si je pense, voilà, ils ne donnent pas de résultats concrets, on ne vient pas avec une préconisation, on va mettre les choses en place, mais il y a des choses néanmoins qui peuvent se passer dans ces groupes. Et Mm. si les personnes voilà, veulent faire bouger les choses, du coup peut-être sont plus armées en collectif aussi pour porter peut-être des choses. Et si dans ces groupes, on constate des dysfonctionnements importants? Oui, donc s'il y a vraiment des dysfonctionnements, bon, avec l'accord des salariés, on peut porter une question au chef de service ou au directeur. Ok. Euh, bon, je pense, voilà, ça ne m'est pas arrivé dans ces groupes-là, parce que sinon, ouais, je pense
il y a d'autres choses en parallèle qui doivent se passer, mais de ce que j'ai pu donc entendre et plutôt lire, c'est en effet, en effet on constate des dysfonctionnements donc graves, hein, aussi pas que moi ce serait aussi de la maltraitance ou on est avec l'accord des salariés apporter quelque chose en dehors. Mais je pense que du coup c'est là encore une fois, on a un rôle du coup de médiateur, de dire voilà ça ne peut pas rester là au fait, il y a des choses qui vont devoir qui doivent sortir, mais voilà, on a peut-être aussi voilà un rôle d'alerte du coup. Hmm. Mhm. Et justement, comment tu utilises les outils de la médiation ou la posture de médiateur? En quoi ça te sert dans ces situations-là? Mhm. Dans- Oui, bah, je pense que enfin, le principal, je crois que c'est vraiment l'écoute, hein, de ne pas, voilà, c'est des personnes qui sont expertes de leur situation et voilà, voilà, c'est pas moi qui connais leur travail et donc d'arriver vraiment à questionner avec ce qu'on appelle des questions naïves, des questions de compréhension, voilà, d'arriver à faire expliciter parfois pour les personnes des évidences, hein, mais d'arriver à mettre des mots dessus. Donc, voilà, cette posture vraiment d'écoute. Après, dans le collectif, je crois que, voilà, souvent questionné hein, dans ma pratique, mais c'est cette question, je l'ai dit un peu au départ, de neutralité, d'impartialité. Je dis, je ne sais pas si c'est pas chez vous que j'ai entendu ce terme, vous avez dit impartialité, mais vous avez dit, c'est pas une omnipartialité, non, c'est Multipartialité. multipartialité, Ouais. quelque chose de... Quand je parle avec une personne, je suis avec elle, il y a aussi, il faut qu'il y a un degré d'empathie, hein, que je dois arriver à comprendre ce qui se joue, sinon ça reste trop à distance et la personne ne se sentira pas, hein, c'est humain, hein, se sentira pas écoutée, mais cette attitude d'écoute, je dois l'avoir de même avec une autre partie prenante qui est pour l'autre, en fait, la personne qui lui fait du mal, hein, qui est vraiment. Et donc, je pense que cette posture-là, de l'avoir donc du coup, là, ce soir, je fais principalement de l'animation collective, hein, bah, il faut arriver à la garder avec toutes les personnes pendant toute la séance. Et je crois que là, en tout cas, la formation en médiation, en tout cas, m'a aidé à peut-être aussi, peut-être que j'étais capable, en fait, je le faisais, mais d'arriver à comprendre quelles étaient les justifications aussi derrière, que de l'importance hein, de la posture à la fois d'écoute, et voilà, on prend la parole telle qu'elle est, mais on reste, on ne prend pas position. Hein. Des fois Mhm. aussi que ce soit en négatif, c'est une petite anecdote, mais des fois, ni en négatif, ni en positif, on fait pas, non, on fait pas, ah, et on fait pas non plus, oh. Ah, parce que si là je fais, ah, mais de l'autre côté, qu'est-ce que je vais te faire après? J'ai dit, ben non, ça va pas. Donc quelque chose voilà, qui peut heurter, ben oui, ben, ça la heurte à personne, ça heurte le groupe. Personnellement, peut-être que ça me heurte aussi, mais voilà, 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 c'est là où il y a quand même voilà, cette neutralité que je pouvais vivre, mais que je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et aujourd'hui, je dirais que ça a tout son sens de voilà, d'être, et je pense que ça donne voilà, cet effet, en tout cas les retours que j'ai, de dire que, je vais peut-être rebondir sur le premier mot utilisé par Pascal, de la personne de confiance. Du coup, on se dit, bah, voilà, la personne, on va se dire qu'on peut lui faire, voilà, voilà, Tine, on peut lui faire confiance. Elle crée un cadre sécurisant et qui est peut-être aussi notre premier rôle dans ces espaces. Ouais, de créer un cadre sécurisant où OK, on peut déposer une parole, que ce soit dans l'accompagnement ou dans l'analyse de pratique, qui n'est pas toujours belle à entendre et belle à dire non plus. Hein. Des fois, on dit des Mhm. choses Mhm. qui sont pas belles, qui sont pas Mhm. faciles. Et il faut être, ouais, à même de créer peut-être ce cadre oui, de confiance. Super, merci beaucoup. Donc, c'est beaucoup effectivement dans le cadre qu'on peut mettre en place, dans la confiance, dans l'expression des parties, de dire ce qui ne va pas. Peut-être dans un premier temps, dans un cadre complètement protégé, mais c'est à partir de là, il faut que la parole puisse se libérer quand il y a vraiment des dysfonctionnements. Euh, et puis, c'est à partir de là qu'on peut avancer. Mais c'est vrai, ce que tu dis, je le constate aussi, c'est que souvent, c'est le début, c'est de lancer, c'est d'avoir cet espace de confiance, de pouvoir s'exprimer. Et à partir de là, toujours avec l'accord des parties, c'est là où parfois ça peut être difficile parce que les parties, selon la taille du groupe, n'ont pas forcément envie de porter ça plus loin. Ouais, Mais s'il y a une manière de porter plus loin, c'est là qu'on peut évoluer. D'ailleurs, tu rappelles que les conflits, c'est finalement une bonne chose parce que ça permet d'évoluer, de faire mieux. C'est une occasion. tout à fait. Mm.
Bien. Oui, merci beaucoup, Tine. C'est vrai que à entendre comment dire, un témoignage pratique là, comme ça donne envie, je trouve, d'aller plus dans cette direction. Et peut-être ça peut inspirer effectivement des managers, des chefs d'équipe, des RH de s'intéresser davantage à la mise en place de ce genre de dispositif. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Tina. À bientôt.